Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. Le fil rouge de cette série est de parler avec mon pote Sébastien Sayoun de nos entraînements, de notre actualité en tant qu'athlète amateur au cours de la saison, mais aussi de l'actualité du triathlon de manière générale avec les grosses courses qui auront lieu et de commenter un petit peu tout ça en vous partageant notre avis d'amateur éclairé. Dans la seconde partie du podcast, on répond aussi à toutes les questions que vous nous avez posées en réponse à nos stories sur Instagram que l'on poste avant chaque épisode en rapport avec le triathlon, que ce soit niveau entraînement, course, nutrition, hydratation, matos, enfin bref, en gros tout ce qui vous intéresse en rapport avec ce sport. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Seb, comment ça va ? Ça va et toi, amigo ? Bah écoute, ça va bien. Dernier podcast qu'on a fait, c'était au mois de juin. Donc bon, petit échec en termes d'en publier au moins un par mois, mais c'est les vacances. Donc disons qu'on a fait notre petite pause estivale aussi. C'est ça. Le calendrier était plus compliqué à gérer. C'est ça, il fait chaud, on peut pas travailler comme il faut, donc il a fallu espacer un petit peu. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se parler à nouveau. Et puis, il y a quand même pas mal de trucs qui sont passés depuis le mois de juin, que ça soit de ton côté, de mon côté, de manière générale, les compétitions. Et on peut peut-être justement parler un petit peu de ce qui nous est pas arrivé, mais ce qu'on a fait plutôt. Et après, on pourra un petit peu parler peut-être des différentes courses. Et il y avait quand même deux petits sujets qui étaient intéressants dont on pourra parler en deuxième partie. Il y avait la question des fractures justement de stress, les stress fractures, qui est un thème assez récurrent dans le milieu professionnel. Ouais, et commun. Et quelque chose qui nous affecte un petit peu tous en ce moment, qui est l'entraînement à la chaleur, ou en tout cas la chaleur qui s'impose dans nos entraînements, voir un petit peu comment le gérer, et, surtout comment est-ce qu'on peut en tirer parti et l'optimiser. Ça pourrait être intéressant d'en dire un petit mot. Mais écoute, toi, comment ça va alors ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de juin de ton côté ? Alors, de mon côté, ça va bien. Le volume en course à pied a bien repris, sachant que dans notre dernier épisode, j'étais encore, comme on l'avait fait début juin, je reprenais à peine la course à pied, je crois. Et depuis, j'ai réussi à repasser sur un volume hebdomadaire de 80 km de course à pied. Donc, très, très content. Très progressif, par contre, faire attention, mais vraiment très progressif. Et c'était vraiment le gros focus sur ces 2 derniers mois. Bon, bien sûr, natation et vélo, on a gardé l'essentiel, mais vraiment, c'était le focus de rattraper le plus rapidement possible une course à pied, je vais dire pas décente, mais à mon niveau d'avant. Donc, chose faite, je pense. Il manque encore un peu de rapidité, d'aisance dans la rapidité comparé à avant. C'est pas encore là dès qu'on passe le seuil 1. Le seuil 1, il n'y a pas de souci. Dès qu'on arrive au seuil 2, encore très crispé. Voilà. Et on va devoir travailler un peu la piste pour remettre de l'aisance là-dessus. Mais sur ce côté-là, vraiment très content. Et en parlant de ça, il y a quelque chose que je n'arrivais pas à faire avant. Enfin, n'arrivais pas. Avant ma blessure, j'avais beaucoup de mal avec le dénivelé. Courir dans le dénivelé, peut-être que j'avais les fessiers parce que pendant ma blessure, j'ai fait un focus pour renforcer les fessiers. Mais peut-être que j'avais les fessiers qui étaient pas assez, peut-être qu'il y avait trop de volume, trop de saturation partout. Et directement à la reprise, j'ai commencé à remettre un peu de dénivelé. Bon, on n'est pas des trailers, mais j'arrivais à mettre entre 350 et 700 mètres de dénivelé par semaine, et ce qui est vraiment pas mal. Et du coup, ça m'a donné vraiment une aisance sur les longs runs. J'ai fait un long run il y a 15 jours où j'ai fait 22 km tempo et 3 km après au seuil 1. J'avais pas fait ça depuis des mois et des mois. Et c'est la première fois que je finissais un run de ce type-là sans avoir les TFL pleins,
sans avoir le lendemain du mal à marcher. Et je mets tout ce crédit sur le dénivelé, vraiment qui m'a fait un renforcement naturel, ce que beaucoup de trailers font. Du coup, après, je suis allé regarder un peu tous les dénivelés des pros. Tu te rends compte que les pros font beaucoup de easy run en dénivelé, vraiment à des vitesses. Tu sais, on les voit courir souvent à 5. Oui, mais le gars, il fait 200 mètres de dénivelé positif sur 8 kilomètres à 5. Mais en fait, c'est comme si tu courais à 4,15 ou 4,10. C'est pas la même chose. Mais du coup, l'entraînement est vraiment plus intense au début, mais il est vraiment optimal par la suite. Et donc, du coup, je pratique beaucoup ça en ce moment. Tous mes run easy, je les fais sur du dénivelé. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'en vrai, c'est un plus si tu arrives à te motiver pour le faire. Parce que je t'avoue que de mon côté, il y a une petite question aussi de motivation pour faire des runs avec du dénivelé. Parce que du coup, comme tu dis, les pros, ils font le truc à 5, mais en vrai, enfin, le ressenti, c'est pas le même. Euh, c'est se dire que lorsque tu vas faire ton run easy, ok, en termes de rythme, ça va pas être ouf, mais tu vas quand même te taper je ne sais pas combien de D+. Moi, quand je reprenais justement la course après mon crash, je mettais beaucoup en fait de petites séances, pas très longues, sur le tapis avec beaucoup de dénivelé. Et essentiellement, c'était marcher, mais ça faisait travailler les mollets à mort, en fait, toute la chaîne postérieure. Après, j'ai commencé à courir légèrement, pareil, avec un petit peu moins de dénivelé, mais enfin d'inclinaison du coup sur le tapis, mais ça faisait aussi travailler pas mal. Et après, bah, sur les runs que j'ai fait, les premiers en extérieur, en réalité, tu ressens quand même une certaine aisance. Je trouve que ça aide, mais c'est pas évident, je trouve, à garder en même temps que tu essayes de développer d'autres aspects, je trouve, comme la vitesse, je sais pas, avec le vélo, je trouve que ça fonctionnait pas nécessairement bien. Je trouve que ça me crée une certaine fatigue dans les jambes que j'arrivais pas nécessairement à effacer assez rapidement pour pas que ça m'affecte trop les séances. Mais c'est probablement parce que j'en ai pas fait assez et que j'en ai pas fait assez sur la durée. Mais je trouve Oui. que Et alors, moi, j'ai pas du tout fait de vitesse. Pour le moment, je me suis concentré sur sur l'endurance et du coup créer une base solide de renforcement musculaire, tendineux. Voilà, vraiment, j'ai pas essayé de faire de fractionné ou ce genre de choses. J'essaie pas de courir vite. Et tu sais, sur la Garmin, sur un écran de données, on peut choisir une data pour la vitesse suivant la pente. Et ils te font un calcul de ton poids par rapport au pourcentage de pente et ils te donnent une vitesse approximative. Quand je vais sur des longues pentes, j'essaie vraiment de rester sur ma vitesse de easy run. Donc, je sais pas, souvent, je vais être sur du 6,30 ou 6,45. Mais réellement, c'est un 5,20, un 5,15. Et le fait de partir sur ça fait que tu te crames pas dès le début. Parce que souvent, on n'a pas l'habitude de courir sur de la pente et tu vas rester avec tes automatismes. Ah, mon easy run, je vais courir à 5,15, 5,20. Tu vas voir ton cœur s'emballer, il va monter à 145, tu vas pas comprendre. Et c'est vrai que au début, je me suis beaucoup aidé de ça. Maintenant, j'arrive à le faire au feeling et je regarde plus cette data-là, mais elle m'a beaucoup aidé pour ne pas sortir de la zone et te fatiguer tout de suite. ouais, je comprends. Et du coup, tu fais ça enfin, sur de la route ou c'est plus des sortes de Alors, trails, des route. Bah, disons routes que toujours. quand j'étais, quand j'ai passé mes 15 jours à la montagne, j'en ai profité pour faire sur des sentiers. C'était hyper agréable. En plus là, tu as la cassure du sentier qui te ramène aussi un entraînement supplémentaire parce que c'est pas une pente qui est linéaire. Donc là, vraiment, tu dois rajouter un peu de relance et tout. Mais sinon, à Casa, où c'est quasiment plat parce qu'on est au bord de la mer, Ouais, ouais. et ben en fait, là pour le coup, Strava m'a beaucoup aidé. Je suis allé chercher les circuits où il y a toutes les montées et les descentes et je cherche vraiment par rapport à du dénivelé. Donc sur un circuit de 12 bornes, j'essaie de faire 150, 170 mètres de dénivelé. Ouais, c'est Et pas mal. vraiment, je vais chercher que de la montée et de la descente.
la descente sert beaucoup aussi. Je me suis rendu compte que souvent on se dit oui, en fait, la descente, la descente, j'essaie pas d'aller vite, mais j'essaye de garder une bonne posture et de dérouler. Ouais. Et mine de rien, l'impact doit te créer un renfort. Bon, et les trailers, du coup, après, je suis allé me renseigner. Les trailers font des entraînements que sur la descente. Ils te disent que tu te muscles en montée, oui, mais la descente te muscle encore beaucoup plus parce que il y a énormément d'impact, parce que tu peux pas aller aussi vite et du coup tu es un peu en résistance et il y a énormément d'impact qui amène aussi beaucoup plus de structure musculaire. Ah, tu te Donc, renforces, ouais, c'est ça. tu te renforces. Ouais, ouais. Donc c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et du coup j'essaie de garder ça. Vraiment, j'ai mes 2 séances rapides dans la semaine et tous mes runs, j'essaie de les faire avec du dénivelé maintenant. Bah, du coup, on te voit bientôt sur un trail, j'imagine. Avec... Eh ben, non, tu me dis sais pas que ça. si. Vraiment, je pense que bon, on est d'accord que d'abord c'est Kona l'année prochaine l'objectif, Yes. mais une fois que si j'y arrive et une fois que cet objectif sera rempli, oui, je veux faire un trail. Ah ouais. Ah ouais, je veux faire un trail. Je veux essayer, bon, peut-être pas un 100 km tout de suite, mais disons que c'est l'objectif dans 2 3 ans d'arriver à faire un 100 km avec beaucoup de dénivelé. Ah, c'est Ce solide, hein. côté, ce côté courir en montagne, sans avoir, tu sais, le problème de la course à pied sur route, c'est que tu as le chrono. Ouais. Tu as le chrono de Ouais. référence. Ouais, c'est Et ça. c'est vrai que courir en montagne, tu oublies ce chrono de référence parce que c'est un nouveau monde pour nous, mais tu es dans la nature, tu vas pas regarder sur une descente, voir si tu es à 3,25, à 3,30 ou à 4,30. Non, tu descends. Et tu descends au mieux pour pas te faire mal parce que tu as les chemins, tu as les cailloux, les montées, eh bien, tu fais au mieux. Je me suis rendu compte que en regardant les vidéos et en le pratiquant, eh ben les mecs ils marchent dans les montées. Nous, Oui. on se dit il faut toujours courir. On en parlait un peu sur ta sur ce Sur que le tu as fait il y a Norseman, pas longtemps ouais. sur le Norseman en accompagnant quelqu'un, mais eh ben en fait au bout d'un moment si tu cours, tu te crames. Ouais. Donc il faut savoir tomber son ego pour pouvoir marcher au bon moment et courir au bon moment. Ouais. Et en fait tout ça c'est du feeling et de l'intuition qu'on lâche un peu en course à pied quand on est derrière un chrono. C'est ça. Et se rapprocher de ça, eh ben, tu es plus dans le plaisir. Ouais, Et donc ouais. c'est quelque chose que après Kona, j'aimerais embrasser. On va Ah, dire ça comme ça. c'est pas mal. En vrai, moi, je te comprends sur le côté nature, parce que c'est assez ouf. Et comme on disait, le Norseman, bon, bah, je vais pas spoiler le truc, parce qu'on va quand même laisser l'ami Tristan sortir sa vidéo et son debrief avant d'en parler plus. Mais quand je l'avais fait en 2023, bah, la fin, nécessairement, c'était pas la partie trail, parce qu'ils avaient fermé la montagne à cause de l'orage, mais c'était la partie qui montait bien. Il y a à peu près 100 mètres de D+, chaque kilomètre. Et comme tu dis, bah, la meilleure approche, sauf si tu es une énorme machine et que tu es vraiment entraîné pour ça, c'est pas de courir. Et d'ailleurs, comme nous, après, on redescendait, j'en avais doublé plein dans la descente, parce que les mecs, il y en avait qui avaient essayé de courir, ils s'étaient totalement cramés. Après, Cramé. dans la descente, il y avait plus personne. Et là où on est monté effectivement jusqu'en haut, bah, je comprends que ça puisse plaire. C'est un cadre qui est ouf et c'est une approche qui est totalement différente, effectivement. C'est pas moins facile, c'est juste différent. Et ça se fait dans un cadre qui est quand même assez exceptionnel. Donc là, c'était cette course-là, mais les trails, généralement, ça reste aussi... Il y a ce côté nature qui est vachement plus marqué, je trouve. C'est ça. Je pense qu'après avoir fait autant de temps sur sur la route et plutôt nous dans la Pain Cave parce que on est toi et moi des aficionados de la Pain Cave par souci de sécurité aussi et C'est ça. d'emploi du temps. Aller se rapprocher de la nature et profiter de plus en plus là-dessus. Je pense que ça matche bien après avoir coché quand je dis cocher, c'est pas avoir un Ironman, hein. Nous, c'était avoir certains objectifs. Je pense que une fois qu'on les a faits, c'est profiter justement de tout ce qu'on a gagné dans ce sport pour le mettre en avant en prenant plus de plaisir aussi. Vraiment. Ouais, clairement. Et puis, ça n'empêche pas non plus, finalement, d'utiliser ça pour te renforcer dans certains aspects, dans ta pratique du tri. C'est pas exclusif. Moi, je t'avoue que ça m'a pas non plus donné envie vraiment de faire juste ça et d'en faire un
particulier, juste un trail comme ça, mais par contre, je comprends que ça peut être cool et je dis pas que plus tard, j'en ferai jamais. Peut-être pas le 100K parce que, je pense que c'est vraiment la punition et c'est surtout le côté, je crois que le 100K, en vrai, t'es obligé d'y passer la nuit aussi. C'est Ah pas qu'une journée. oui, ah, complètement. Ah ouais, mais ça c'est des choses qui me justement qui m'excitent d'aller passer, tu vois, des 27 heures, 28 heures, Ouais, 30 heures, ce côté autonomie où tu vas te retrouver tout seul, parce que là c'est une grosse aventure avec toi-même. Autant on le sait sur un triathlon, ça peut aller de 8 heures, 9 heures à 12 heures, mais là quand tu passes les 20 heures, que tu es dans la nuit noire tout seul. Bon, je pense que c'est un autre monde encore c'est autre et chose. c'est une belle. Il faut aller Ouais, chercher au fond de soi-même. c'est Donc, clair, c'est pas mal. Bon, bah écoute, donc du coup, après 2026, après Kona 2026, on va diversifier le thème du podcast. exactement, exactement du podcast. Parfait, génial. Top. Et alors, Bon, de ton côté? bah écoute, moi c'était toujours un petit peu difficile début juin parce que finalement ça faisait même pas encore 2 mois et j'étais quand même encore dans le mal en termes de gestion du cardio surtout parce que au final je pense que on n'a pas tant perdu que ça en si peu de temps donc niveau musculaire et autres. Il n'y a pas vraiment eu de perte. Par contre, au niveau du cardio et au niveau de tout ce qui est aussi, je pense, voilà, neuromusculaire, il y a quand même un petit break qui se remet pas immédiatement. Et c'est vraiment une pente qui va dans le bon sens, mais qui est assez longue, c'est assez lent. Et forcément, il y a toujours un petit côté frustrant parce qu'on sait ce qu'on était capable de faire. Et on sait ce qu'on arrive à faire là, et les deux matchent pas. Donc tu te dis, oh la fatigue, quoi, pour un effort qui en fait est plus élevé que ce que tu faisais avant. Et je suis sûr que tu as connu ça aussi. Et en fait, tu te dis, genre, c'est un peu, des fois, c'est un peu rageant, quoi. Mais il n'y a pas de secret. Il faut juste l'accepter, il faut juste persévérer. Et au final, bah là, on est 4 mois quasiment, ouais, 4 mois après ça. Et là, ça commence vraiment à voilà, bien se normaliser. Le cardio, il est redescendu. Il n'est pas aussi bas que quand j'étais au Texas, parce que là, je crois que j'avais atteint vraiment un niveau de... Là, c'était top. Mais par contre, je suis bien comme j'étais avant le 73 au Texas. Et ça, je suis assez content. La natation, ça s'est bien remis. J'ai remis voilà, des 15-16 km semaine. Donc ça, c'est cool avec des grosses séances de 4K. Donc ça c'est assez top. Vélo, pareil, 9-10 heures avec du tempo, avec du seuil. Et ça passe plutôt bien. Donc là, je vais rallonger pendant le mois qui me reste avant la prochaine course, histoire de faire un petit peu plus de spécifique. Et en course à pied, c'est là où finalement, c'était le plus dur aussi. J'ai beaucoup travaillé sur des allures lentes pour éviter de me blesser. J'ai beaucoup travaillé sur voilà, la reconstruction du volume, la gestion en fait de les petites douleurs qui peuvent apparaître quand voilà, on n'a pas couru de la même manière pendant un certain temps, c'est ça, et qu'on reprend en essayant de gérer aussi pour un effort super modéré, un cardio qui était assez haut, avec la chaleur en plus. On pourra en parler du coup tout à l'heure lorsqu'on parlera de s'entraîner à la chaleur. Mais en vrai, là, les dernières séances, y compris avec voilà, 35 degrés dehors, c'est quand même assez bien passé. Et j'ai remis du volume à plus de 20K et, par séance, des intensités qui correspondent à ce que je viserais au début d'un marathon Ironman. Donc un tempo que je tiendrai pas tout le marathon, mais que je vise généralement dans les 5-10 premiers kilomètres d'un marathon. Ça passe sans problème. Donc honnêtement, ça va dans le bon sens. Et puis des semaines qui vont entre, on va dire, 15 et 20 heures, ce qui pour moi, en fait, correspond vraiment à un sweet spot. En dessous, c'est un peu dur pour un Ironman pour moi. Au-dessus, c'est un peu dur parce que je vais pas nécessairement tout assimiler et récupérer suffisamment pour continuer à construire jusqu'à la course. Donc en vrai, 2 mois qui étaient un peu différents de ce qui était prévu au départ, mais qui au final, je trouve, permettent d'apprendre sur soi, permettent d'expérimenter un peu, voir ce qui fonctionne pas, de travailler un peu différemment et ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas continué le Pilate.
parce que en vrai, c'est difficile de tout caler. c'est difficile de tout faire et puis et flemme. Mais c'était un truc, honnêtement, dans un monde idéal, avec quelques heures de plus dans la journée, j'aurais bien aimé faire parce que j'ai bien kiffé. Ça m'a fait quand même ouvrir un petit peu les yeux sur les besoins de mobilité que j'ai, parce que c'est quand même un truc qu'on travaille jamais et je pense que on en aurait un petit peu plus besoin. Et puis au-delà de ça, honnêtement, il y a que du positif, bon mood et en réalité hâte d'arriver proche de la prochaine course, parce qu'au bout d'un moment c'est cool de s'entraîner, mais c'est quand même plus sympa de mettre un dossard et d'aller en découdre, quoi. Et justement, une question qui pourrait être intéressante pour les gens qui nous écoutent, c'est vu que il te reste 5 semaines avant ta prochaine course et que qu'est-ce que tu vas favoriser comme séance justement en course à pied? Est-ce que tu vas essayer de maximiser ton seuil 1 pour pouvoir avoir vraiment cette aisance pour arriver avec la course et tourner autour de tes allures course, ou d'autres coachs ont d'autres philosophies, c'est de dire non, je vais pousser le SV2, le VO2 max et tout, et pas trop taper la zone, mais forcément je vais l'amener avec la course. Qu'est-ce que tu vas vouloir vraiment faire sur ces 5 semaines pour pouvoir être le plus à l'aise? Ouais, je pense que je vais mettre pas mal de volume, mais quand je dis volume, c'est pas nécessairement exploser le volume par semaine, ça sera davantage à rajouter des séances qui sont plus chargées en volume, donc des 28, 30, 32K. Là-dedans, il y aura pas mal de tempo aussi. Je vais pas nécessairement viser des intensités trop hautes, parce qu'en réalité, le risque à ce stade-là, avec cette chaleur-là, c'est aussi de pas pouvoir récupérer, c'est que ça soit beaucoup trop taxant pour le corps. Je sais que je vais pas nécessairement arriver à mon meilleur niveau en course à pied. Je fais tout pour arriver au meilleur niveau que je peux, mais il y a peut-être un monde où ça sera pas ma meilleure perf, mais en réalité, pour moi, sur Ironman, ce qui m'a toujours posé problème dans le passé, lorsque le marathon s'est mal passé, c'est de tenir la distance à un rythme qui permet quand Être même consistant sur ton allure, même si tu baisses, mais garder cette allure-là jusqu'au bout. C'est ça, parce qu'au final, tu maintiens un 5 au kilo sur Ironman, tu fais un marathon en moins de 3,30. Ce qui n'est pas dégueulasse. Non. On veut faire mieux. Mais il y a plein de fois où on a fait pire. Donc, au final, je vais davantage viser un marathon en dessous des 3,20, si possible en dessous des 3,15. Ça serait dans un monde idéal. Et c'est ce que j'essaye de faire en travaillant le vélo, en étant bien fort dessus, en ne pas me cramant de trop justement dans cette portion-là et forcément sur la natation pour arriver le plus frais possible. Mais je pense que le focus pour cette course-là, ça sera vraiment développer le volume, développer justement cette capacité à résister à la fatigue le plus longtemps possible, mais pas nécessairement une capacité à courir, à maintenir un 4 au kilo sur toute la durée. Je pense que ça sera possible sur 5, 8, max 10K. Et après, ça va retomber sur des allures entre 4,30, 4,40. Et si ça fait ça, en réalité, je suis super content. Ouais, idéalement, c'est minimiser la dérive, quoi. C'est ça. C'est vraiment minimiser la dérive pour assurer, d'accord. C'est ça. Donc, et même mentalement, parce que c'est hyper important quand mentalement on arrive à contrôler cette dérive et c'est hyper important. Parce que quand on voit l'allure qui tombe et mentalement, on prend un coup, et on sait que quand on prend un coup mentalement, surtout à ce moment-là de la course, c'est difficile de pouvoir tenir la machine ou la relancer. Ouais. Et surtout à ce moment-là, on voit les autres nous passer, et c'est un cercle vicieux, on commence à broyer du noir et bon, ça marche pas. C'est ça. Et je me souviens qu'avant le Texas, parce que j'étais dans un niveau de forme qui était différent, il y avait beaucoup plus justement de seuils, de SV2 ou LT2, peu importe comment on l'appelle. C'est pour ça que je te posais cette question. Ouais. Il y en avait beaucoup plus parce que justement, j'avais déjà consolidé un peu cette base et que je savais que j'avais aucune difficulté finalement à tenir sur la distance à une allure un petit peu plus modérée. Là, il y a quand même un petit peu plus d'incertitude et du coup, je préfère vraiment consolider cette partie-là,
peut-être que j'en sais rien, dans un monde idéal, j'aurais pu gagner 3, 4, 5 minutes, mais si jamais je consolide pas la base, en fait, je peux en perdre aussi 60, 70, 80 minutes. Donc, c'est vraiment ça, tenir la distance, ce renforcement un peu aussi musculaire, tu dis nerveux pour tenir la fatigue, parce que souvent, comme tu dis, si tu arrives à te motiver à tenir, le corps, lui, il va tenir, mais la tête, elle te dit vas-y, arrête-toi. Ça fait 9 heures que tu me saoules là, stop, c'est bon, quoi. Mais c'est l'approche que je vais prendre. Il y a plus d'intensité à vélo parce que là, je le gère mieux, je l'intègre mieux, je l'assimile mieux. Donc, il y a beaucoup de tempo, il y a du volume, mais il y a aussi d'autres intensités. Natation pareil, mais course à pied, c'est là où ça a besoin de travailler un peu plus mais du coup approche un petit peu différente de ce que j'aurais fait normalement. Bon, top. Donc hâte d'y être. Mais alors du coup, moi je fais l'Ironman Maryland, ça sera le 20 septembre. Toi, ta prochaine course, ça sera quoi du coup, la Floride ou Alors, moi j'ai malheureusement foldé sur la fin la fin la course que j'avais prévue le 31 août qui était Tessan à Fréjus. Ils ont malheureusement pour des soucis de gestion de sécurité changé le tracé et on en avait discuté en off toi et moi et en fait ils ont fait pour les 80 kilomètres il y a 6 boucles. Donc comme on avait déjà discuté, je vais reprendre l'expression que tu avais sortie, qui était vraiment bien. Tourner comme un hamster sur 6 boucles avec environ 1000 personnes sur le circuit. Je vais pas pour ça. Déjà, ça va être hyper dangereux. Je trouve qu'au bout d'un moment, avoir autant de personnes sur un circuit fermé et répétitif, on augmente les risques de catastrophe. Je crois que c'est un circuit qui est quand même dans la ville, donc avec les contraintes qu'on peut avoir de la ville, des virages, des feux rouges, des ronds-points, des trottoirs et tout. Et je sors d'une blessure, donc déjà dans ma tête, je me dis je vais pas me mettre dans une zone de risque. Je voulais me relancer pour faire un chrono, c'est pas la course idéale non plus pour ça. Donc je suis en train de regarder, mais là ça risque de pas matcher avec le programme boulot. Mais dans l'idée, c'était peut-être de faire la course le 7 septembre à Polsna, en Pologne, en Pologne, Okay. qui je trouvais pas mal, qui ressemble à Varsovie, qui est exactement dans le même genre. Il y a un olympique juste avant, ça part après. Tu nages en lac. Je crois que la course à pied dans la vieille ville, pareil. Le vélo est en campagne. Tu finis sur l'autoroute pour arriver sur la ville. Voilà, c'est vraiment le même cadre. Ils ont copié le truc, quoi. Ouais. Et donc et aussi, c'était la seule course qui n'était pas sold out en Europe. Okay. Parce que toutes les autres courses sont sold out en Europe. J'avais regardé Bruxelles, j'avais une course en Belgique, il y avait une course en Allemagne, 2 courses en Allemagne. Elles sont toutes sold out. Ouais. Donc, cette semaine, je vais avoir la réponse sur le fait si je peux m'aligner ou non dessus. Si j'y arrive, top. Si j'y arrive pas grave. Parce que l'idée, c'était vraiment de reprendre des automatismes avant d'aller sur la course, sur le full, qui est un peu ma course principale de cette année. Donc, c'était vraiment repartir sur certains automatismes. On fait tous des petites erreurs quand ça fait longtemps qu'on fait pas de course, un peu bête et inutile. Si je le fais pas, c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est ou le 7 septembre ou directement la Floride le 1er novembre. 1er novembre. T'as pas envie de faire un détour par le Maryland aux alentours du 20 septembre. Tu me l'as proposé. J'y ai beaucoup pensé, mais 5 semaines, ça fait. C'est trop court. C'est trop court pour la reprise. Il faudrait que ce soit mon objectif principal dans ce cas. C'est ça. En vrai, moi, je l'aurais pas fait à ta place non plus. C'est beaucoup trop court. Non, c'est trop court. Et j'ai toujours dans l'idée, par contre, d'enchaîner les 2 T100 à Dubaï et au Qatar. Ça, c'est en décembre. Après la Floride. Donc, builder encore du volume et de la force et de la forme pour ça. C'est pas inintéressant non plus.
Bon, cool. Écoute, je pense que tu as raison en tout cas sur le fait de pas d'enchaîner les deux. Ça aurait été cool de se voir là-bas, mais je pense qu'il y a un mauvais plan pour performer sur les deux. Il vaut mieux que tu aies un petit peu plus de temps pour préparer Ouais, ton objectif en Floride. D'autant plus que la course est vraiment top. On l'avait fait ensemble il y a on quelques l'avait temps fait ensemble. maintenant. C'était 2023, je crois aussi. Ouais, c'était Ouais, 2023. Après, exact. ça, on va faire 15 courses en 2023. Ouais, c'était 2023. C'était bien, C'était un bien. bon cru. Il y a eu Ouais, il y a eu beaucoup de choses en 2023. c'est clair, c'est clair. Bon, bah top, ça va être sympa et on va avoir plein de trucs à raconter du coup pour la fin de saison. Et sinon, bah, ça nous emmène un petit peu peut-être aux dernières courses pro qui ont eu lieu. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a laissé indifférent, qui t'a révulsé pour certains aspects? Je peux Euh, commencer si tu veux, hein, en 2 secondes, mais Vas-y, 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 vas-y. non, moi, en tête, en vrai, ce que j'avais, c'était Francfort, Roth. Il y avait le Norseman forcément, où il y a un fil de pro, mais c'est pas quelque chose qui est retransmis et qui a l'impact, en tout cas en termes de médias et grand public qu'un Ironman peut avoir ou Challenge Roth. Il y avait le Tessan aussi à Londres. Et je trouve que les perfs étaient, j'oublie probablement une ou deux courses. Il y en a eu aux States Oui, aussi. Il y avait Lake i- Placid qui était sympa. exact. Et il Euh, y a eu une course qui est passée un peu inaperçue. Je l'ai chopée au hasard, en fait, où en apprenant que Ledlow a gagné, c'était une course en Angleterre. Je exact. sais plus, je C'était, sais plus ouais, où il était obligé de valider sa qualification pour Nice, ouais. où il a quand même gagné en 8h13. C'était l'Ironman Leeds. Exactement, C'était où il celui-là. était là juste pour valider et le gars bon, il a performé parce que c'est une course qui est pas facile aussi avec du dénivelé et tout, où il a fait un chrono quand même assez exceptionnel où il a montré qu'en vélo il est revenu à son très haut niveau et quand il parle un peu de sa course, bon il a mis un premier half à son allure et après il a un peu relâché sachant qu'il avait beaucoup d'avance sur le second et le troisième mais où voilà où il nous amène à nous dire qu'il va être quand même très en forme pour défendre son titre À face aux Nice. Norvégiens parce que je pense que c'est aussi eux qui sont en tête de liste ces derniers temps mais voilà il nous montre qu'il arrive quand même très en forme malgré ses problèmes de santé qu'il a eu en début d'année pour Nice. Ouais, c'est clair. Bah, c'était la première fois, je crois, qu'il le faisait à Leeds. Et sur le vélo, de mémoire, tu as plus de 2000 mètres de D+. C'est vraiment pas un parcours qui est facile. Et clairement, ouais, bah, il a plié tout le monde là-bas. C'était assez impressionnant. D'autant plus qu'en début d'année, semblait-il qu'il avait quelques difficultés à reprendre l'entraînement, en tout cas à performer comme il voulait à l'entraînement. Mais ouais, non, c'est clair. Et pour Nice, bah, comme tu disais, il y a les Norvégiens, il y a toujours deux, trois autres personnes qui potentiellement peuvent avoir un bon jour. Mais lui, clairement, vu la perf qu'il avait fait la dernière fois, vu l'aisance qu'il a à vélo dans les descentes, et finalement la capacité qu'il a maintenant de sortir une très bonne course à pied, ça va pas être évident pour tout le monde de le suivre. Ça va être assez intéressant en vrai. Ouais, complètement. Parce que lui, sa force, c'est le vélo, on le sait, et il est très, 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 très fort. Mais il a quand même un point faible, c'est la course à pied. Ouais, On va dire un point faible comparé à beaucoup par d'autres rapport à pros. d'autres. Ouais. Et donc, heureusement qu'il connaît ce parcours aussi très, très bien, parce qu'il habite dans la région, je crois. Mais c'est là où il va devoir se détacher beaucoup sur le vélo pour pouvoir prendre de l'avance. Et donc c'est là où le gros, à mon avis, le gros du pari, il est pour lui, c'est de dire bon, la natation, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais c'est un nageur hors pair. Ouais. Et c'est un des gars qui nage en tête de groupe en une 13, en une 14 facilement. De manière. Donc Ouais. entre la natation et le vélo, c'est là où, à mon avis, il va devoir mettre de la distance entre lui et les concurrents pour pouvoir gérer son allure comme il peut sur le marathon parce que ça reste son point faible.
Ouais, ouais. Bah, surtout que l'année dernière, enfin, il y a 2 ans maintenant à Nice, il y avait Lang qui revenait bien et qui a fini deuxième avec un marathon de barbare, mais sur le vélo, il était quand même assez loin. Je pense que KB et Iden, sur le vélo, ils vont être un petit peu plus solides que lui. Si en tout cas tout se passe bien, donc il devrait être un petit peu moins loin. Et les deux ont la capacité de sortir un marathon en moins de 2,40, en moins de 2,35 probablement. Donc Ouais, ça peut... c'est ça. Et je crois, si je dis pas de bêtises, il était autour de 2,46, 40, 47 Sam Ledlow. ouais. Donc voilà, il faut un bon creux de 10 minutes entre la natation et le vélo pour être assez tranquille sur le marathon. C'est énorme 10 minutes à leur niveau, hein. Bah, c'est ça. Bah, d'autant plus qu'après, enfin, que ce soit à Leeds et on parlait de Roth aussi, il n'y avait pas non plus une densité hallucinante cette année. Donc, il a clairement fait des courses top, mais il n'y avait pas non plus des gens qui étaient vraiment en mesure de le challenger, probablement plus à Roth qu'à Leeds. Donc, ouais, ça va être un bon test. Ça va être très intéressant. Ça va être Nice. beau à voir. Ça va Ouais, être beau à voir. c'est clair. Bon, Bah, et après, il y a des gros, hein. Sam Long, il est très en forme. Et au Tessan, il a fait quand même un vélo et il signe le deuxième temps en course à pied. ouais. On le dit, ou le troisième temps en course à pied, je crois. On le dit pas assez. Ça reste un coureur, un gros coureur. Ah, il est Ça reste solide. un gros rouleur. Et dans ces montagnes, il peut faire quelque chose. Ouais, ouais. Bon, Bah, il aura toujours cette distance en natation, ça c'est clair. Mais contrairement à Tessan où c'est quasiment impossible à récupérer, sur un full, il peut revenir. non, c'est clair. Bah, même s'il sort avec 5-6 minutes de retard, parce que c'est probablement, si c'est en plus sans combinaison, ce qui va se passer sur 3,8 km, sur 180 km de vélo, il a normalement le temps de revenir, probablement de cramer quand même quelques cartouches, du Ouais, coup, oui, oui, c'est sûr. dans la Hmm. bataille, et voir un petit peu ce qu'il peut faire par la suite. Honnêtement, je pense pas qu'il puisse être en mesure Non, peut-être pas de challenger de trop. jouer le podium, ça va être très difficile, quoi. Avec les têtes de hélice qu'il y a, jouer Ouais, le podium pour lui, c'est très difficile. La natation est trop pénalisante ouais. à son niveau pour pouvoir performer sur un podium. Ça, Ouais, c'est non, clair. c'est clair. Et puis au-delà de ça, même si c'est un excellent cycliste, c'est un mec qui pousse ultra fort sur le plat essentiellement. Et je sais pas en fait quelle est sa capacité vraiment à gérer une descente très technique comme à Nice et pas perdre du temps par rapport à des mecs comme Laidlaw ou Iden par exemple, qui pour le coup, Ouais, même, ouais, on les même Van skills, Berg, ouais. ouais, ouais, Il y a quand même c'est vrai. un truc là. Et après, ouais, on parlait de course à pied, et de perf de KB à Francfort. Bah, il avait fait un truc qui était quand même assez hallucinant, qui venait un peu de nulle part. Et qui, Ouais, la vérité, c'était incroyable. Le gars, il a survolé la course ouais, ouais, ouais. avec une aisance de dingue. Tout le monde pensait, en fait, tout le monde attendait qu'il blow up, mais pas du tout. Bon, voilà, il reste au-dessus du lot. Ouais, non, c'est clair, mais cette année, en vrai, il est impressionnant au Texas. Bah, déjà, à Oceanside, il avait commencé. Bon, il a eu un problème mécanique, mais il avait repris tout le monde sur le vélo. Il était devant très peu de temps, finalement, après le départ du vélo, avant de crever. Il éclate tout le monde sur le semi. Bon, il fait un temps qui est pas ouf à cause de sa crevaison. Hmm. Au Texas, il plie tout le monde. C'est une course, pareil, impressionnante. À Aix, pareil. À Francfort, pareil. C'est difficile de pas le voir, en fait, comme le mec qui va nécessairement... genre un peu la fatalité, tu vois. Il va devoir s'imposer, que ce soit à Nice ou à Marbella, s'il est au top de sa forme. Je pense qu'en vrai, ça va être très, très difficile pour tout le monde, en réalité, hein. Ça va pas être évident. Oui. Et bon, et sur Francfort, on a eu quand même on va pas dire un trio des Norvégiens, mais ils étaient tous là. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de Nordiques. Casper Stone, ouais, Casper Stone a tenu jusqu'au bout avec. Bon, il s'est fait lâcher quand Blue a dit moi j'en ai marre et je vous plante tous. Quand il a accéléré en course à pied, on se demandait s'il il avait une vitesse qu'il n'avait pas passée depuis le début du marathon. C'était quand même assez incroyable.
Mais Eden qui est revenu à un très très niveau de course à pied Ouais. et bon, et ça promet parce que il a cette envie, il a un mindset de ouf. Et Nice reste un peu sa course. Il Ah, a c'est gagné ça. là-bas. Il est, comme tu disais, techniquement, il connaît bien cet endroit-là. Il va être porté par ses souvenirs. Donc, je pense que ça risque d'être très beau. Même Ouais. entre eux, ça risque d'être très beau. Ouais, je pense. Et puis, j'avais vu dans une vidéo il y a pas très longtemps, alors je sais plus laquelle c'est, mais il parlait justement de un peu son parcours et des championnats du monde qu'il avait gagné à Nice, où il disait, bah, pour lui, c'était un peu le début de sa carrière en tant que triathlète un peu de premier plan. Parce qu'avant, Ouais, il n'avait pas fait grand-chose. Je crois qu'il avait gagné Bahreïn, si je me trompe pas, exact. pour Oui. sa qualification justement sur les championnats du monde 73 à Nice. Et c'est là vraiment que voilà, il s'est révélé au public. Mais ouais, non, franchement, ça va être cool. Je suis pas excité par rapport au parcours, par rapport à l'endroit. Bon, on a déjà parlé 150 000 fois, mais par contre, la Elle course, je pense qu'elle va être va être belle. belle. Et il y a Ouais. un truc aussi, on parlait, tu vois, de Leeds, par exemple. Maintenant, avec les Ironman Pro Series, si en fait la course n'est pas là-dedans, bah, ça passe un peu inaperçu. Même si tu as un fil de pro, c'est pas vraiment le truc, tu vois, que tu te dis, bon, déjà, tu peux pas le regarder en live, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Et en Mm. plus de ça, t'as vraiment, alors, c'est beaucoup vrai aux States, je trouve, mais même des courses en Europe, t'as des trucs, il y avait un truc ce week-end un peu je sais pas, en République tchèque, un 73 avec un fil de pro, enfin, c'est un peu les courses où il y a plus grand monde qui va, c'est un peu, alors c'est un peu péjoratif comme terme, mais c'est un peu les seconds couteaux, quoi, qui vont faire ça, ou alors, c'est les gens qui ont vraiment besoin, tu vois, je sais pas, de faire un résultat ou rester peut-être Ouais. relevant dans le fil pro, mais sinon, tous ceux qui ont vraiment une chance ou une carte à jouer, en tout cas qui peuvent jouer les avant-postes dans les courses, c'est clairement sur les Pro Series que tu les vois. Donc, c'est à la fois cool, mais à la fois, tu as l'impression que ça a vraiment créé deux tranches dans les courses, et surtout pour les professionnels. Nous, en soi, ça change pas grand chose si ce n'est qu'il y a Non, oui. plus de télé, Mm. plus de motos, de caméras, de trucs, mais pour les pros, je trouve que ça crée vraiment une différence entre les courses qui en font partie et les autres où la densité n'est plus la même, quoi. Tu retrouves un peu toujours les mêmes finalement sur ces courses-là aussi, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je me suis fait la même réflexion sur Leeds, en fait, où même au niveau de la communication, en fait, si c'est pas un Pro Series, tu as l'impression que ça n'a plus de valeur. Ouais, C'est un peu dommage même pour les autres pros, parce que comme tu disais, tu as l'impression que tu as deux catégories. ouais, Tu as les Pro Plus et les Pro Moins. Et c'est dommage parce que ça met un peu une scission entre si c'est pas un Pro Series, t'es même pas informé pour aller voir. Avant, tu allais voir des courses, aller voir les résultats et tout ça. Et là, si c'est pas un Pro Series, eh ben en fait, ça te donne même plus envie d'aller voir. Et c'est vrai que, comme tu dis, pour nous, Age Grouper, ben on s'en fout. Mais je pense que pour les pros qui y participent, ça doit être un peu décourageant ou en tout cas, ça doit créer quelque chose. Parce que, comme tu dis, tu as l'impression d'être pas en seconde zone, mais on s'entend. Mais en tout cas, c'est l'impression que ça nous donne à nous. ouais, 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 parce qu'au final, le vrai truc qui change, bon, c'est leur zone de transition un petit peu à part, mais c'est surtout la couverture média, que ce soit avant la course, mais Mhm. aussi pendant la course, avec bah voilà, les motos, les caméras, beaucoup plus de journalistes. Ce qui, en fait, avant qu'il y ait cette Pro Series, on voyait sur certaines courses, celles qui étaient retransmises, en fait, enfin voilà, sur YouTube ou tout autre canal, où forcément il y avait un petit peu plus de médias, mais l'ambiance de la course, elle n'était pas nécessairement liée au fait que ce soit justement une course Pro Series ou pas. C'était plus en fonction de là où se trouvait la course. Et si en fait c'est un endroit tout mort, ou alors c'est un endroit où tu vas avoir du monde et il va avoir une bonne ambiance. Mais là, ouais, ça a clairement créé un petit split qui... en vrai, est plutôt cool quand tu participes à une de ces courses-là, mais et même en tant que Edge Grouper, c'est assez cool parce qu'en vrai, ça fait plaisir, tu vois, quand tu as une bonne ambiance et tout, et pour d'autres courses, tu te dis,
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Mais bon. Ok, ça va. Et le dernier truc, ouais, c'était le T100 à Londres, avec le retour de Hayden Wild à la compétition. C'est, je pense qu'on est arrivé quand même, et c'est bien, ça nous amènera, je pense, à la transition sur le stress fracture derrière, mais je pense qu'on est arrivé à une optimisation de la récupération. Bon, bien sûr, là, on va parler de ce que les pros peuvent faire dans un cadre médical. En plus, il est suivi par Red Bull. En plus, donc, il y a tout un consensus médical derrière lui, et surtout, on apporte toutes les possibilités pour optimiser la récupération. Il a fait des chambres, la chambre oxygène. Il a fait des saunas bain chaud, bain froid avec des protocoles bien précis. Il a eu des kinés dès le début. Le gars, il s'est blessé 100 jours après. Il gagne une des compétitions les plus disputées à haut niveau en triathlon. Ouais. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Nous, on en avait parlé dans les podcasts, mais moi j'ai suivi ses vlogs de recovery. Il faut pas oublier que 3 jours après, dans son premier vlog, 3 jours après l'opération, il était déjà dans une salle de sport en train de faire des mouvements avec un balai. Bon, ça nous montre que, aussi, la médecine traditionnelle qui nous disait quand tu te blesses, tu restes 6 mois à pas bouger, tu te reposes. Bullshit. Ouais, c'est clair, 100%. Il faut arrêter de dire des conneries. Certes, c'est des protocoles de suivi médicalisés, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il y a les chambres hyperbares qui sont un nouveau moyen de booster la récupération et de diminuer les inflammations. Il y a le chaud et le froid aussi qui est super bien. Et il y a la nutrition aussi, où on en continuera à en parler tout à l'heure, mais où les besoins en nutrition juste après les opérations et pendant les récupérations c'est pas encore développé, mais les études te disent il faut manger plus parce que ton corps, comment il se régénère? Grâce à l'énergie que tu lui donnes. C'est ça. Et pour pouvoir lui donner de l'énergie, c'est que ce que tu vas lui apporter toi en nutriments. Donc, c'est beaucoup plus de protéines, c'est beaucoup plus de glucides, et ça, c'est des choses qui sont encore méconnues, mais que dans des petits milieux de sportifs spécialisés, ils mettent déjà en place, et on arrive à des résultats où 100 jours après, le mec, il fait une course exceptionnelle, tout en maîtrise. Après, je crois, il a le scapulaire cassé, 2 côtes, la clavicule. Bon, je pense que l'avenir va nous donner beaucoup de surprises, mais c'est incroyable. Ouais, il a eu 6 côtes, le mec, de cassé. 6 côtes. Un peu moi, je suis stupéfait. C'est ouf, et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. En fait, tu vois une vraie limite entre la médecine traditionnelle où le mec, de toute façon, il y connaît rien, il va pas prendre de risque, il va dire c'est bon, vas-y, pose-toi, ne fais rien. C'est des généralistes, on ne peut pas leur en vouloir. Ouais. Attends que ça passe, et au final, tu fais ça, tu mets 4 ans après à t'en remettre parce que le corps, il a pris tellement cher, il s'est tellement désentraîné, il s'est tellement... Enfin, tu n'as pas mis les choses en place qui te permettent de rebondir bien et rapidement. Et un encadrement, je veux dire, c'est difficile de trouver mieux, je pense, vu le timing. Ah, et, oui. vu les progrès et vu la dose en fait de technologie qui a été déployée aussi et de connaissances qui a été déployée pour l'accompagner. Et au final, comme tu dis, c'est assez impressionnant. Et par rapport à nous en tant qu'amateurs, ce que ça fait dire aussi, moi je regrette en vrai après avoir vu ça, parce que je trouve que c'est bien de voir ce qu'il est possible de faire et par rapport à ce qu'on croit qu'on doit faire. Et en tant qu'amateur, je regrette au final d'avoir passé 2 semaines sans rien faire du tout, en pensant que ça allait être bénéfique et m'y remettre après assez rapidement. On en avait parlé aussi, de ne pas rester inactif, de se remettre assez rapidement à quand même faire bouger le corps. Mais avec le recul, il fallait refaire ça beaucoup plus tôt. Alors c'est difficile d'avoir le même accompagnement, mais on peut quand même s'en inspirer, on peut s'en approcher. On peut prendre plus de précautions, peut-être pas 2 jours après l'opération, mais c'est... Une semaine. Voilà, c'est ça. Et après, moi, c'était même pas sans opération de toute façon, mais
en tout cas, ne pas avoir peur de challenger un petit peu ce qu'on nous dit et en tout cas ne pas juste suivre des recommandations qui Oui. sont probablement trop sont trop conservatrices parce que ouais les gens ont peur qu'on revienne vers eux en leur disant c'est à cause de vous. ouais oui Bon, je pense qu'il y a ça. Et après, un médecin traditionnel n'est pas un médecin du sport. Donc et c'est des gens qui font beaucoup d'études. On peut pas dire, on va pas leur taper du sucre sur le dos. Mais quelqu'un qui est pas spécialisé dans le sport, il va pas comprendre que si on est immobile pendant un mois, toute la mobilité qu'on a gagnée, eh ben, elle est hyper dure à récupérer. Musculairement, on va s'atrophier, c'est hyper dur à récupérer. Et après, c'est des enchaînements. c'est Et ça que tout ça, ça peut se travailler de façon encadrée tout de suite. Si on reprend Wild, le mec, 3 jours après, bon, il faisait des mouvements avec un balai, c'était des millimètres qu'il faisait. Mais ouais après, il marchait sur ouais un tapis. Au bout d'une semaine, il allait dans une piscine, il gardait le bras et il faisait bouger tout le reste du corps. En c'est fait, ça c'est tout de suite réussir à faire bouger le corps. En faisant bouger le corps, on fait bouger l'énergie. En faisant bouger l'énergie, on donne la capacité à notre corps de récupérer. Et bien sûr, avec modération. Le gars, il finissait pas une séance en sueur. Non, il faisait juste bouger son corps pour pas qu'il s'endorme. ouais Quand ouais ton ouais corps s'endort, eh ben, c'est une spirale infernale qui va dans le mauvais sens. Si ton corps bouge, c'est une spirale qui va dans le bon sens. ouais non je suis d'accord Et je pense que on peut déjà nous s'inspirer de ça en disant, eh ben si quelqu'un a une blessure, c'est de dire, ok, je vais pas m'endormir, je vais quand même faire le minimum pour bouger, pour donner de la vie. En fait, c'est ça, je pense que si on peut résumer, c'est donner de la vie à son corps et ne pas lui dire, bon, on est inerte et tu vas rien faire pendant des mois, tu vas t'endormir. Quand on est sportif, comme nous, avec certaines heures, mentalement, tu prends un sacré coup. ouais ouais Le poids, il prend un sacré coup. Et après, ben, c'est des cercles vicieux. Tu non t'en c'est sors clair pas. et même je trouve enfin moi j'avais constaté sur moi ton cycle un peu de éveil sommeil autre ça te décale c'est t'as plus la même énergie dans la journée il y a vraiment Mhm. des choses qui se dérèglent et effectivement je pense que l'idée c'est essayer de minimiser au maximum l'impact et essayer de garder au maximum une routine en fait qui reste relativement proche avec les adaptations nécessaires de ce que tu ferais normalement, peut-être pas avec le même volume, pas la même intensité, mais en tout cas voilà faire quelque chose et ne pas juste ne rien faire. Ce qui au fond, si je suis sincère, n'est pas nécessairement facile parce que lorsque tu as mal quelque part et que tu n'as pas envie de bouger et que tu sais que de toute façon faire quelque chose ça va quand même te faire mal, tu te dis bon est-ce que je reste dans le canapé ou pas, mais c'est bien aussi de se forcer. Au final c'est la seule manière pour ne pas voilà, soit perdre ton année, soit perdre 18 mois à essayer de revenir avec le risque que voilà, tu as tellement arrêté que tu vas te reblesser ailleurs peut-être. Ouais. Mais Mhm. et je pense que ça peut faire le lien justement avec ce dont on voulait parler, des fractures de stress, ce qui a probablement un lien aussi avec le repos, la récupération, la nutrition. Et là, probablement, c'est en lien aussi avec la vidéo que Sanders avait publiée il n'y a pas très longtemps. J'ai l'impression que c'est lui, comme tu disais tout à l'heure, on en parlait avant de se connecter, il en parle ouvertement, mais finalement, les facteurs de stress, ça touche beaucoup de monde, que ce soit Ça touche beaucoup de monde. les professionnels avec le volume, l'intensité qui se mettent jour après jour enfin voilà, c'est des semaines, des mois, des années, mais probablement aussi des amateurs, sans que ça soit une fracture de stress. En tout cas, identifié comme ça peut juste être mal quelque part. Mhm. Ça va pas être identifié comme une fracture de stress, mais au final, ça pourrait l'être. Je sais pas si tu veux enchaîner sur quelque chose sur ça. Ouais, je voulais, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'avais trouvé très intéressant la discussion de Sanders, son témoignage plutôt, et qui parlait il a quand même eu 3 fractures de stress en 14 mois.
avec des compétitions qu'il a gagnées en 70.3, donc il a vraiment cassé sa régularité dans l'entraînement. Et ce qui est bien avec Sanders, c'est un livre ouvert et il nous apprend de ses erreurs vraiment, et lui il apprend de ses erreurs, mais il partage vraiment ouvertement avec nous. C'est vrai que dans le milieu sportif pro, c'est quelque chose qui se dit pas, qu'on n'entend pas dire vraiment sur les fractures de stress. On sait que beaucoup de personnes sont blessées un moment dans l'année, ça dure un mois et demi, 2 mois, ça revient, mais il n'y a pas d'information, il y a pas de discussion, de témoignage sur comment ils font pour et qu'est-ce qui peut amener à ça. On entend souvent c'est la fatigue. Et c'est vrai que le témoignage de Sanders c'était très intéressant et sur lequel je suis allé un peu regarder aussi par rapport à d'autres sportifs qui faisaient le même témoignage et qui disaient en fait que les fractures de stress, on parle souvent de récupération et du sommeil, c'est vrai, mais hormis la récupération, le sommeil, les fractures du stress, c'est osseux. Et comme je te disais tout à l'heure, dans le milieu sportif, nous, on est des gens lambda, des sportifs. On a tous notre petite graisse. On est tous à 12%, 10% de masse grasse. Quand on est au top de notre forme, on est plutôt vers 14, 13. Et c'est très bien. Les sportifs, de ceux qu'on parle, ils sont entre 5 et 7%, 8% maximum. Ça, c'est quand ils sont vraiment pendant leur pause en décembre et qu'ils ont exagéré. Mais les mecs, ils ont pas un pet de graisse, ils ont rien. Et c'est là où il disait, et c'est là où je suis allé recouper avec d'autres mecs et des informations qui sont sorties. Il te disait que quand tu as des factures de stress, le problème n'est pas la récupération sommeil, mais c'est surtout la récupération nutritive. Et que quand tu as une certaine masse grasse qui est en dessous de 7%, en fait, le corps, il essaie de se préserver. Et pour pouvoir se préserver, parce qu'il a besoin un peu de cette masse grasse, eh ben, il va bouffer dans sa densité osseuse. Contrairement à nous, quand on est en déficience calorique, on va bouffer notre graisse. Mais si le corps, au bout d'un moment, il veut pas aller en dessous de certains pourcentages parce que c'est vital pour lui. Et c'est là où il va, eh ben, en fait, c'est là où tu as des carences en nutrition qui commencent à arriver. Et donc, les fractures de stress arrivent parce que ta densité osseuse est moins importante et apparemment, ça arrive très vite. On, Moi, je pensais que ça peut être au bout d'un mois, 2 mois, plus facilement chez les femmes que chez les hommes, mais il disait que une mauvaise nutrition sur des gros blocs d'entraînement pendant 10-15 jours peut t'amener une fracture de stress. 10-15 jours, c'est rien. Ouais, Et c'est sur des rapide. gros blocs de training, quand les mecs sont à fond, c'est vite fait d'être en carence parce que nous, on l'a vu à notre niveau, quand on fait des gros week-ends de training, on peut brûler, allez, 12 000 calories dans le week-end. D'accord, mais les mecs, ils doivent brûler du 6-7 000 calories jour. Ouais. Allez, on exagère, 5 000 calories jour. Si le mec, il brûle 5 000 calories jour, il lui faut au moins 8-9 000 à compenser. Ouais. C'est impossible. Et là, quand tu parles de... Même si tu amènes la malbouffe, même si tu amènes Ouais. ce genre de choses, c'est énormément de bouffe à ingérer. Et donc là, eh ben, les mecs, ils sont tout le temps en déficit, avec des demandes d'intensité à leur corps, et la facture de stress arrive. Mais ce n'est pas forcément le repos, c'est la mauvaise nutrition et le déficit nutritif qui t'amène à ces fractures-là. Et je trouvais ça très intéressant parce que c'est quelque chose que j'avais jamais entendu à ce jour encore. Ouais. Et là, juste pour clarifier, quand tu parles de nutrition, en fait, tu parles pas d'alimentation durant Non, l'exercice. pas durant l'effort. Non. On parle vraiment de manière générale de tout ce que tu vas pouvoir consommer pour justement t'alimenter. Oui, parce que bon, pendant l'effort, tu prends, on va dire que tu restes sur des standards de carbs et de protéines et tout Ouais. ça. On parle pas de ça. Ok, je C'est comprends. avant et après, Ouais. essentiellement. Donc c'est tous les repas que tu peux faire finalement autour de tes entraînements, mais aussi finalement l'alimentation que tu as dans l'entraînement, même si c'est au final quelque chose qui probablement est consommé directement. Mais Oui, qui est consommé ouais, directement. Mais c'est sûr que si à leur niveau, ils s'alimentaient pas tout le temps,
il Ouais. s'alimentait pas pendant les entraînements, Ouais. peut-être que ça arriverait plus facile. Ouais, bien Parce que sûr. les dépenses caloriques sur 2 heures de vélo, ça va être 2500 calories. C'est sûr que si le gars il part à sec à chaque fois, Ouais. bon, bah peut-être que la fracture arriverait beaucoup plus vite, même si il se suralimente derrière, mais tu peux jamais compenser. Ouais. Donc forcément, l'alimentation pendant doit jouer, mais on ne compense jamais ce qu'on perd pendant l'effort. Non, Jamais. c'est clair. Bah, ça, c'est probablement aussi lié à quelque chose qu'il avait mentionné où lui il disait qu'il s'alimentait super mal, qu'il mangeait un peu de tout et n'importe La quoi. malbouffe, Ouais, grave. c'est ça. Bah, enfin, perso, moi, je fais quand même super attention à ce que je mange et je sais que toi, c'est la même chose en termes à la fois de quantité et de qualité, surtout pour, enfin, voilà, pouvoir tenir sur la durée, parce que en réalité, Mmh. les jours où, enfin, en vrai, ça m'arrive jamais parce que c'est tellement taxant, je trouve, de sauter un repas ou de manger un truc, tu vois, qui est pas ouf. Parfois, ça arrive Entièrement d'accord. quand t'es en Mmh. déplacement, mais je pense que c'est vraiment, enfin, c'est une priorité et ça fait partie intégrante d'une bonne prépa, au même titre que la récup, au même titre que les entraînements eux-mêmes. C'est ultra important d'avoir une bonne gestion en fait de son alimentation avec des apports voilà, que ce soit en glucides de qualité, que ce soit en protéines, que ce soit en lipides, un bon mélange finalement de tout, Ouais. sans nécessairement se restreindre, sans nécessairement pousser le curseur particulièrement sur les carbs ou autres, sans nécessairement manger des... Enfin, je sais que toi, tu as petite faiblesse pour ça, mais des petits bonbons ou des petites, petites choses comme ça. Mais après, c'est tellement cramé vite fait aussi que finalement, c'est pas si Ouais, grave. ouais, ouais. Mais Non, mais à côté d'une bonne nutrition de qualité, on peut le faire. exact. Mais tu vois, dans Sanders, c'est bien que tu dis ça parce qu'en fait, il avait son côté malbouffe. L'année dernière, avant Hawaï, il recommençait à bien manger et tout ça. Et ce qu'il expliquait, c'est que il mangeait bien, mais il mangeait pas assez. Ouais, Bien manger, ça veut pas dire que c'est pas parce que tu manges bien que tu manges assez. Il faut vraiment faire la différence. Et c'est pour ça que quand tu suis certains nutritionnistes, alors j'oublie le nom, on en a parlé tout à l'heure, c'est avec ce podcast qui ah, c'est confirmait un peu Fueling, non? le Fueling, Ouais, voilà, ouais, l'application Fueling qui est partenaire de John Frodeno, ou ouais, ouais, ouais. Frodeno est partenaire maintenant. Donc c'est un Australien, c'est un nutritionniste du sport qui a fait des études et qui est hyper bon là-dedans et qui expliquait justement, lui, il te dit, tes repas, il faut qu'ils soient bien équilibrés. Ouais. Mais par rapport à ta dépense énergétique, tu ne peux pas manger que 3 repas. Donc, lui, son appli est bien faite. Moi, je me suis connecté là depuis un mois pour voir un peu comment c'était fait. Ok. Et il te fait pas faire d'entraînement à jeun, même, sauf si tu le demandes, mais il va t'en faire un dans la semaine. Il y a toujours un petit apport avant. Et en fait, quand tu regardes la journée, en fait, tu fais jamais de gros repas. Tu as un petit déjeuner normal, un déjeuner et un dîner normal, comme si c'était une personne lambda. Par Mhm. contre, tu vas avoir une petite collation avant ton run le matin. C'est pas beaucoup. C'est, on va dire, tu vas partir pour 12K sans intensité, sans intensité. Il va te dire, eh ben, tu prends un petit 10 grammes de protéines, 5 grammes de fat Ouais, et 30 grammes de carbs. Une petite barre bien équilibrée, on va dire. ouais, ouais. Euh, et tu fais ta séance, tu as ton petit déj. Si tu as une séance à midi, il te fait refaire une collation à 10 heures. Et en fait, il répartit tes apports entre avant l'entraînement, pas forcément pendant l'entraînement, parce que si pendant l'entraînement tu n'as pas besoin de prendre de carbs, eh ben il y en a pas. Ouais. Et tu as des goûters, tu as toujours une collation et un goûter. Et donc là, tu vois, sur les week-ends, j'ai une collation j'ai une collation. Alors, quand je fais le long vélo le matin, donc tu as un bon apport le matin. Quand tu fais un long vélo, eh ben, tu manges à midi parce que tu as fait 5 heures et tout ça. Tu as une collation avant ton run de l'après-midi. Tu fais ton run, mais après, tu as un goûter pour le mettre pour le mettre en forme, pour se rendre compte. C'est un plat le truc. Tu mets des graines de chia, tu mets des flocons d'avoine, tu mets Ouais. du peanut butter, tu mets du miel, tu mets des céréales et en fait tu dois faire 50 grammes de carbs, 15 grammes de fat
et 70 grammes non, 50 grammes de prot et 70 grammes de carbs, parce que c'est aussi le lendemain, tu as encore le long run et du vélo. Bah ouais. Et en fait, quand tu fais tout ça, bah, tu récupères bien. Ça, Ouais. c'est vrai que, tu vois, au début, je me suis dit, bon, je perds rien en calories. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas maigrir. Là, c'est Ouais. sûr. Tu gardes. Alors, il peut te proposer dans l'application si tu veux maigrir, pas maigrir. Donc, une petite, Un petit une petite ajustement. déperdition calorique. Ouais. Oui. Mais c'est hyper bien fait. Et c'est vrai que ça t'apprend à comment peut-être bien t'alimenter pour ne pas tomber dans ce genre de problématique. Et donc, du coup, pour revenir au podcast qu'il faisait avec Frodeno, que vous pouvez trouver sur YouTube, c'était vraiment intéressant parce qu'il parlait de la récupération. Et justement, les problèmes liés au stress en facture à cause de la sous-alimentation, qui est encore beaucoup plus présente chez les femmes que chez les hommes. Et il allait même plus loin. Il disait qu'il y avait une aberration qui était de aller faire comment ça s'appelle, une opération à jeun. Ah bah Il te oui. dit quand tu fais une grosse opération, et là je reviens un peu à ce qui s'était passé avec Wild et tout, il te dit quand tu fais une grosse opération, tu envoies un stress à ton corps. Ouais. Ton corps, comment il se reconstruit? Avec de la nourriture. On sait que la nourriture d'hôpital est pas top. Ah bah. Mais il te dit, en fait, il faudrait limite prendre des gels avant une opération pour pouvoir redonner un tonus d'intensité tout de suite pour que tes fibres et les tissus musculaires, que tout puisse travailler. Si ta machine, tu l'alimentes pas, eh ben en fait, elle va se faire souffrir. Et ça fait sens. Et il disait qu'il y avait un médecin triathlète qui écoutait son podcast, qui était, je sais pas dans quel type de médecine, qui était pas dans les grosses chirurgies, et qui avait commencé à implanter des gels à ses patients avant les petites opérations pour qu'ils récupèrent plus vite. Ok. Ok. Et il te dit, ben, on rentre dans une nouvelle ère où il va avoir de nouvelles choses qui vont se faire. Je pense que avec ce qu'on a vu au Tessan, eh ben, il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles visions. C'est sûr. Et le temps qu'elles arrivent au grand public, je pense que voilà, je pense qu'il va y avoir de belles choses au fur et à mesure. Mais l'alimentation rentre vraiment dans le. Bon, on l'a toujours dit, c'est la quatrième sport, mais je crois qu'en fait c'est le premier sport pour durer. Ouais, ouais, non, c'est super intéressant et je pense que c'est un truc, c'est un sujet où en fait il y a tellement il y a tellement de choses qu'on peut adapter, qu'on peut tester, qu'on peut modifier, qui vont avoir un impact à la fois sur la performance, sur la capacité à tenir, sur la récupération aussi, sur ton sommeil, même sur un petit peu tout. On le sous-estime beaucoup. Moi, je vais pas jusqu'à peser. Enfin, si je pèse. J'arrive pas. Moi, je pèse les J'arrive carbs pas. en fait pour savoir à peu près combien est-ce que je m'en mets. Mais par exemple, tout ce qui est protéines et tout, c'est un peu trop dur, je trouve. Sauf si tu sais qu'un œuf c'est X grammes de protéines ou autre, mais au-delà de ça, je trouve que c'est assez contraignant et ça devient, ça prend trop de place après dans la journée, je trouve. Ça te prend trop de temps, trop d'énergie. Mais et moi j'aime bouffer. Ouais, pareil. J'ai ce côté plaisir en plus. Non, mais c'est vrai. Je pense que quand tu as une obligation, ou peut-être on fait attention un mois avant la course, et quand il y a une obligation professionnelle, parce que c'est ton métier, tu te dois d'optimiser au maximum. Ouais. Quand on est à nos niveaux, il y a la partie plaisir qui est très importante et la partie on se l'est déjà dit, limite les amateurs, ça nous demande beaucoup plus de travail que les pros, parce que les pros, une fois qu'ils arrêtent leur entraînement, à part penser à la récupération, à leurs sponsors, on dit pas qu'ils font rien, mais ils ont pas la famille, le boulot, en fait la vraie vie qui commence. C'est ça. Parce que ça c'était que leur passion. Ouais. Et si tu commences à rentrer là-dedans, bon, bah peut-être que quand tu as 20 ans, tu peux le faire parce que tu as moins de responsabilités et de choses à faire à la maison. À nos âges, on a des vies bien remplies et donc moi j'ai pas la place et en plus j'ai la partie plaisir parce que j'aime manger et quand c'est bon, ben j'aime manger plus qu'il ne faut de temps en temps parce que je sais qu'on va le dépenser. C'est ça. Mais c'est vrai que tu rentres dans un contexte, je vais pas dire malsain, mais tu te dis attends, je dois tout peser parce que
Oh, Non, c'est trop non, contraignant. non. Ça prend à la fois trop de temps, trop d'énergie. Et comme tu dis, au bout d'un moment, ça devient juste trop. Et je suis pas sûr que pour nous, ça soit vraiment quelque chose qui soit super pertinent, en tout cas qui soit tenable sur le long terme. Ouais, Et au fond, il y a quand même une grosse partie de bon sens dans ce que tu vas faire à partir du moment où tu manges. Ça se voit que c'est équilibré de toute façon. Ça se voit aussi quand c'est de la merde au final. Donc c'est juste voilà, t'as un petit peu de carbs, t'as un petit peu de protéines, t'as un petit peu des lipides, t'as des légumes, t'as des fruits, t'as un laitage, voilà, des choses qui vont bien ensemble, qu'il faut naturellement mélanger, qu'il faut consommer de toute façon de manière régulière pour que le corps fonctionne bien. T'es relativement dans le vrai sans avoir besoin d'avoir une approche qui est beaucoup trop stricte et qui serait... ouais, je suis d'accord. En fait, bon, pour clôturer avec ça, je pense qu'il faut avoir, comme tu dis, euh, il faut avoir du bon sens. Ouais. Si tu fais beaucoup de sport et que tu grossis, tu te dis bon, Il y a un voilà, quand truc même, qui je va vais pas. revoir mon assiette avec un peu de bon sens. Il faut revoir certaines choses. Si tu maigris, la même chose. Ouais. Après, tu restes à ton poids. Bon, je pense pas qu'il faut être sur son poids de forme toute l'année. Non, C'est pas possible. c'est impossible. Bon, après, il y a physiologiquement, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui arrivent moins. On va pas dire que c'est impossible. Il y a des gens qui peuvent, des gens qui peuvent pas. Mais même pour le bien-être du corps, tu peux pas. En tout cas, il faut pas dire, tu peux pas. C'est pas sain, je trouve, en tout cas par rapport à mon point de vue, d'essayer de se limiter de façon permanente. Tu te limites pour pouvoir performer un moment sur une durée très courte parce que c'est ton kiff et c'est ta passion et que tu as un objectif. C'est Le ça. reste, tant que ça reste dans un cadre normal de 10-15%, de un peu plus ou un peu moins de temps en temps, comme tu dis, tu t'auto-équilibres. Un jour, tu manges plus, tu t'es fait plaisir. Le lendemain, tu t'équilibres ou tu manges un peu moins pour 2 jours après revenir à ton niveau. C'est ça. Mais il faut avoir un peu de bon sens. Mais comme malheureusement, on est tellement appelé par cette bouffe, la communication sur la bouffe, on voit de la bouffe partout. On nous vend des bars, on nous vend. De toute façon, tu ouvres Instagram, n'importe quoi. On te vend de la bouffe toute la journée. C'est normal, on a envie de bouffer toute la journée. Mais si tu reviens un peu de bon sens, bon, tu t'équilibres. Ouais, c'est ça. Et souvent, moi, ça fait avant les courses, tu vois, il y a forcément parce que tu as aussi un volume, une intensité qui augmente et tu vas avoir un petit pic avant de redescendre pour ta période de taper. Et souvent, quand on arrive sur une course, il y a forcément des cafés qu'on aime bien aller voir avec voilà, des petits trucs à manger. Et tu sais, as l'impression que tu sabotes un peu le travail que tu as fait. Ou, tu te dis, bon, ça fait Oui, ou tu partie. sais, les gars qui se disent non, non, le burger, attends, ça fait 15 jours avant, le burger, je peux pas le taper. Non, Ah, moi, je le si tu défonce en tapes vrai, le un burger. burger, même 15 jours avant, c'est pas grave. Par Ouais. contre, si tu t'en tapes tous les 2 jours, là, c'est problématique. Ça, c'est différent, ouais, c'est clair. C'est clair. Tu vois, mais il faut. C'est du bon Ouais, sens. il faut. C'est du bon Il faut sens. du bon sens et de l'équilibre. C'est clair. Et du coup, ça nous emmène tranquillement au dernier point dont on voulait parler, la question de l'entraînement à la chaleur. Parce que bon, à la fois là où tu habites et là où je suis, il y a quand même une température qui est assez élevée de manière générale, mais encore plus en été. Là, juillet, août, tout à l'heure, je suis allé nager en sortant de la voiture. J'ai vu, c'était entre 38 et après, quand j'ai repris la voiture, c'était 40. Un enfer. Et au final, même dans l'eau, forcément, ça a un impact. Sur le vélo, la plupart du temps, on disait tout à l'heure, on s'entraîne en intérieur, toi et moi. Donc, moi, ça va, ça m'impacte un petit peu moins. Mais il y a quand même une certaine humidité, une certaine chaleur, parce que je fais exprès de pas mettre la clim pour justement quand même créer certaines adaptations. Mhm. Mais alors surtout en course à pied, lorsque on sort, et hier je suis allé faire un 19K avec 8 fois 1 km sub 4 au kilo, j'ai cru que j'allais claquer, c'était infernal. C'est bien passé, mais tu sens que le niveau d'effort, il est pas là, il est plus autour de
d'un 3,30 en réalité. Ouais. Et tu mets pas le même temps pour t'en remettre, t'as pas la même énergie par la suite, même si tu te mets au frais, même si tu essayes de faire en sorte que la température corporelle elle descende, c'est assez difficile. Donc je sais pas si toi tu mets en place certaines choses pour justement gérer un petit peu cette période, si tu t'en sers d'ailleurs pour booster ton entraînement. Qu'est-ce que Alors, de mon côté, ouais, avec Hawaï, on avait déjà pratiqué ces protocoles d'entraînement à la chaleur qui sont, on connaît, je pense qu'on peut rappeler les bénéfices, mais on peut dire que les bénéfices qui en ressortent, que c'est similaire à un entraînement en altitude de 2-3 semaines en altitude quand le protocole est bien fait. Sur un mois et après on peut garder vraiment ce bénéfice-là pendant encore plusieurs semaines par la suite. Donc le bénéfice est clair et il est reconnu scientifiquement. Maintenant, on va pas commencer à parler des protocoles. Je pense qu'ils se trouvent assez facilement sur Internet, mais ouais, c'est tout ce qu'il y a autour du protocole. Je pense que ce qui est dangereux, entre guillemets, on s'entend, c'est vraiment de ne pas faire ce qu'il faut pour récupérer de ces entraînements à la chaleur. Parce que l'entraînement à la chaleur, déjà le corps pendant l'entraînement amène un stress. Si on ramène la chaleur dans l'intensité, ce qui est le but, à la fin, on augmente ce stress-là. Mais si par la suite, on ne fait pas tout ce qu'il faut pour supporter ce stress, donc ça veut dire s'alimenter en plus de sucre, parce que le corps a besoin de ce sucre-là pour travailler, déjà pour redescendre la chaleur. ouais. Pour supplémenter, ils disent jusqu'à 1 litre à 1,5 litre d'eau avec de l'électrolyte juste après la séance, pas 3 heures après ou dans la journée. Juste après la séance, pendant l'heure après, ils disent remplacer à peu près 2 fois ce qu'on a perdu. Ouais. Mais bon, on ne sait pas combien on transpire les uns et les autres, mais on va dire que ça va autour de 1 litre, 1,5 litre facile qu'il faut boire avec de l'électrolyte juste après l'entraînement. Et une chose qui est très importante, et ce que j'ai lu il y a pas longtemps, il disait, une fois qu'on a fait l'entraînement à la chaleur, c'est bien d'attendre un quart d'heure, 20 minutes, que le corps s'habitue à redescendre tout seul, parce que c'est aussi une des buts, c'est pas que pendant la séance, c'est la récupération. Ouais. Mais tout de suite après, si on a la possibilité, c'est de prendre une douche froide. Ouais. Parce que une des pires choses, et ça, moi je l'ai vécu, c'est quand on n'arrive pas à redescendre. Après des gros trainings, toi tu le disais, tu l'as vécu hier avec ta séance, eh ben, on a l'impression de jamais récupérer dans la journée et ni dans la soirée, parce que le corps est resté tout le temps haut, et le corps qui est haut, qui dit une chaleur supérieure, un cœur qui reste plus haut, et tout un cycle qui fait que on n'arrive pas à redescendre et le corps n'arrive pas à récupérer. Et donc, prendre une douche vraiment froide pendant 3-4 minutes, 5 minutes, aide la température du corps à redescendre. J'ai lu d'autres choses qui disaient de boire des grands verres d'eau froide. Moi, j'ai du mal avec ça. De me dire que de vraiment geler les organes intérieurs avec beaucoup de froid, tout ça. Ouais. C'est vrai que juste après la séance, ça fait du bien, mais on sait que c'est pas hyper bon non plus de geler de donner trop d'eau froide aux organes. Mais la douche apparemment, ou un bain, hein, sans parler. Alors, on parle pas du bain froid, on parle pas d'un bain de glace, non. Mais faire un bain, faire 15 couler d'eau degrés froide, ou quelque et chose. voilà. Ouais. Et même 20 degrés. Déjà, rester en dessous de la chaleur corporelle pour la faire descendre. Ouais. Il paraît que ça marche vraiment pour maximiser la récupération plus vite. Ouais. Bah, moi, j'ai vu quand même une différence. On parlait justement de bain froid entre l'année dernière où je l'ai vraiment utilisé pendant l'été de manière quotidienne. C'était après justement que j'ai connu cette pratique chez toi. Et en vrai, l'année dernière, je pense que ça m'a permis de faire un bloc d'entraînement avant l'Ironman à Calmar qui était ouf parce que au final, je j'avais pas l'impression de subir les séances. Il faisait super chaud pareil, mais j'avais
et c'était probablement, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose parce qu'après avoir lu pas mal de trucs là-dessus, prendre un bain froid immédiatement après ta séance, ça peut quand même long terme avoir des conséquences sur voilà la construction musculaire, sur même si ça aide au niveau de la récupération, de l'élimination des petites inflammations, je suis pas sûr qu'en termes musculaires, ça ait que des apports. Oui. Alors, pour continuer sur ton point, les études qui sortent, en fait, c'est comme le corps s'adapte à son propre stress. Donc, il faut laisser 1 heure à 2 heures après l'entraînement avant de l'exposer pour que l'adaptation naturelle du corps se fasse pour pouvoir après le redescendre en chaleur Ouais. et diminuer les inflammations. Mais ce qui est important, c'est que, on va dire, post-entraînement, entre 0 et 90 minutes, laisser le corps Gérer faire son lui-même. propre travail. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que si lui perd ce mécanisme d'adaptation, tu ne crées pas tes propres adaptations. Et si tu lui laisses ces adaptations et qu'après tu l'aides par la suite, il n'y a pas de problème. Donc il faut juste savoir espacer les bains avec tes séances. Ouais. C'est surtout ça. Je pense que ça, c'est la bonne approche et c'est l'approche qui probablement a le meilleur résultat à long terme. Cette année, je l'ai pas fait. Du coup, j'ai pas utilisé le bain froid parce que j'ai dû le ranger. On a des travaux autour de la maison. C'est difficile de l'installer. Mais là, je pensais le mettre en marche justement pour le dernier bloc avant l'Ironman Maryland. Justement parce que cette année, je fais toujours ça. Après les sorties, les grosses séances, une douche froide, mais c'est froid à la température qui sort du robinet et en été, c'est pas non plus ultra froid. Donc on doit être à, je sais pas, 18, 19, 20, 21 peut-être. Et même si sur le moment, ça te rafraîchit légèrement, je subis quand même ça plus. Ça pénètre pas. C'est ça. Et je trouve que je subis plus la fatigue que l'année dernière. Où vraiment, pour le coup, ça me coupait net cette sensation, tu vois, que t'es là, t'as chaud, tu dégoulines. Là, je peux encore transpirer pendant 40 minutes après la fin de ma séance, même si j'ai pris ma douche. C'est comme si il faut que j'en reprenne une autre quasiment pour. Alors que l'année dernière, vraiment, ça coupait net. Et en tout cas, à court terme, sur l'espace de 2 mois avant cette course-là, c'était vraiment super positif. Donc, je suis pas sûr, comme dit, que ça soit la bonne approche. Mais j'ai quand même envie de le retester, honnêtement. Oui, à mon avis, tu as raison de le ressortir, surtout avec ces chaleurs. Mais espace, si tu arrives à espacer un peu, l'effet sera toujours bénéfique sur ta récupération de fin de journée et du soir. Peut-être que tu vas suer un peu plus pendant la première heure, mais au moins tu laisseras l'adaptation naturelle du corps et peut-être justement ne pas bloquer les processus les processus naturels en fait, de cassure de microfibres et tout ça pour la reconstruction musculaire avant tout. Clairement. Et je pense, pour finir, on peut peut-être parler, on l'avait mentionné vite fait justement avant d'enregistrer le podcast, mais des erreurs à éviter de commettre avec ce temps-là pour justement maximiser un petit peu la gestion de l'entraînement par temps chaud et essayer à la fois de pas trop le subir et en tirer le meilleur parti. Moi, la première erreur que je vois, ça serait en réalité vouloir maintenir les mêmes rythmes quand tu as 30, 32, 35 degrés que lorsque tu en as 18, 20. C'est tout simplement un effort différent pour un stress qui va être décuplé avec la chaleur. Donc, moi, je dirais que la première erreur, c'est pas nécessairement d'adapter le pace, la puissance, la vitesse. C'est sûr qu'il faut la minimiser un peu. C'est ça. Peu importe comment tu t'entraînes, avec quelle métrique, mais en tout cas, essayer de la gérer un petit peu. Et je dirais qu'une bonne métrique pour ça, c'est peut-être suivre ton cardio. Essayer de voir un petit peu quelle est la dérive. Entièrement d'accord. Sachant que s'il commence à s'envoler, nécessairement, c'est peut-être que c'est normal qu'il soit légèrement plus élevé, parce qu'il y a quand même un stress thermique que tu vas subir, mais il ne faut pas que ça soit 30 BPM en plus. Oui. Alors de ce que j'avais lu là-dessus, il te disait, si tu as une dérive entre 0 et 5 battements, 6 battements, ça va. Si ça va au-delà de ces 6 battements-là,
c'est que tu es passé dans une autre zone et forcément, tu passes dans une autre zone, ton corps va avoir beaucoup plus de mal à redescendre par la suite. Et bon, et ça, c'est toujours des pourcentages peut-être standards qu'ils donnent, mais il disait que c'était entre 5 et 10% suivant ton niveau d'adaptation à la chaleur, qu'il fallait baisser le pace ou les watts sous une chaleur au-dessus de 30 degrés. Ouais. Voilà. C'est voilà pour pouvoir donc on dit j'ai ces wattages là, il fait plus de 30 degrés, c'est entre 5 et 10% suivant si on est déjà naturellement adapté ou non. Il y a des gens qui supportent mieux que d'autres, si on a fait un protocole ou non, mais il y a forcément une petite revue à la baisse pour pas exploser, parce que le cadre fait que si on monte en température, et on le sait, on l'a vécu, on ne peut plus redescendre au bout d'un moment. Non. Et si on ne redescend pas, on blow up. Et là, la course, elle est finie. C'est clair. Non, c'est fini. C'est clair. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est pas nécessairement que tu vas t'entraîner moins bien ou que tu vas pas en tirer autant profit de ton entraînement. C'est juste que tu adaptes tout simplement ton entraînement aux conditions. Mais le résultat final de ton entraînement, ça sera le même. C'est juste que les conditions font que pour maintenir un certain degré d'intensité, il faut que tu la réduises parce qu'il y a la chaleur, une humidité particulière qui l'impose tout simplement. Après, je pense que ce qu'on peut donner comme conseil aussi, c'est suivant les types d'intensité, si on n'a pas le choix, moi maintenant tu me dis clairement il fait 35 degrés demain, j'ai une séance VO2 max à faire, je la fais en intérieur, ou si je peux pas la caler le matin ou le matin tôt, je la fais en intérieur. Ouais. Parce que elle n'a aucun intérêt d'être faite à ce moment-là de la journée en plein cagnard. Et même si on l'a réussi, ce qu'on risque d'en tirer derrière en conséquence est trop gros. Donc, il faut s'exposer à la chaleur pour pouvoir en tirer des bénéfices, oui. Si on l'a jamais fait, il faut le faire sur des petites durées avec vraiment avec du run léger ou du vélo léger, et suivant sa capacité à augmenter un peu au fur et à mesure, mais aller s'exposer, et je pense que même des pros le font, Sanders, il s'entraîne pas à la chaleur et il performe très bien à la chaleur, et il gère au fur et à mesure de ces derniers blocs la chaleur avec une exposition sur du run léger, puis de l'intensif, mais les gens ne passent pas la majorité du temps en plein cagnard. On prend des heures où c'est supportable, parce que déjà l'intensité, comme on disait, ce qu'on va mettre dans notre corps en intensité, si on rajoute le facteur chaleur, on n'est pas là pour aller flirter avec les limites. On est là pour performer. Donc, si on n'arrive pas à performer, ça sert à rien. Ouais. Non, clairement. Et puis après, la chaleur, ça veut pas juste dire être sous le cagnard par 35 degrés. Tu t'entraînes, il fait 28 degrés dans la pièce où tu t'entraînes, avec une humidité c'est un entraînement à la chaleur de 80%. Et au final, moi, quand je m'entraîne sur le vélo ou sur le tapis en intérieur, je mets pas de clim, il y a un petit ventilateur, sinon tu survis pas. Mais on est dans des conditions en fait d'entraînement à la chaleur. Et complètement. Ouais. C'est un effet qui, je pense, est tout aussi bon. Alors tu subis pas l'index UV que tu aurais lorsque tu es en plein cagnard, mais après, est-ce que c'est un bon truc ou pas? En vrai, je suis pas sûr que ça apporte beaucoup de bénéfices. D'autant plus si tu vas pas faire une course où tu vas nécessairement le sentir. Alors à Kona, clairement, ça a un impact, mais d'autres courses, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, et surtout, je trouve que c'est ultra taxant par rapport à juste un entraînement où il fait chaud, il fait un peu humide, mais t'as quand même pas le soleil qui vient te cramer. Je pense qu'un autre point aussi, donc ça, effectivement, être souple, et si on a la possibilité de faire en intérieur, pourquoi pas. Un autre point, c'est si on les fait en extérieur, choisir, comme tu disais, des moments de la journée où ça va peut-être être un petit peu plus adapté à ce genre d'effort. Et ça n'empêche pas de faire une sortie, une grosse sortie d'endurance, si tu veux te mettre dans une situation similaire à ce que tu vas vivre en course. Si jamais tu sais que tu vas dans un endroit où il va faire chaud et que tu vas commencer ton marathon à 13 ou 14 heures, forcément, c'est pas mal aussi peut-être de voir un petit peu comment est-ce que tu vas le sentir, et de s'entraîner à justement le faire. Si tu le fais, peut-être avoir une
tenue aussi adaptée. Peut-être que le noir avec une casquette noire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et probablement aussi, on en parlait au début, avoir une hydratation qui est en ligne avec le taux de transpi tout simplement que tu vas subir, et penser à bien s'hydrater pendant la séance. Pendant l'effort, se mouiller, toutes ces petites astuces qui vont faire que tu vas pouvoir tenir ton entraînement sans aller en surentraînement par rapport à la chaleur ou avoir un cœur trop haut ou ce genre de choses. C'est ça. Et moi, je dirais, la dernière erreur, c'est si en fait tu sens que voilà, t'es un peu limite en termes d'énergie, en termes de forme, parce que ça s'inscrit en fait dans une lignée d'entraînement qui ont été assez taxants. Au final, peut-être adapter aussi la séance, ou alors tout simplement la repousser au lendemain, ou tout simplement ne pas la faire si en réalité le fait de la faire va être quasiment délétère sur le plan en lui-même. T'as jamais raté un plan parce que tu as raté une séance ou parce que tu as décidé que c'était peut-être pas la meilleure chose de faire une séance en particulier. Et parfois, la température, elle peut faire que c'est pas nécessairement la meilleure idée de faire ta séance s'il n'y a pas d'alternative en intérieur, par exemple. On est d'accord sur ça. Je pense qu'on peut rater une prépa à cause de séances qui ont été trop taxantes, mais généralement tu vas pas rater une prépa. On s'entend rater. Arriver en pleine forme à une course, si tu vas y arriver avec des séances que tu as peut-être sautées, où tu t'es dit c'est pas le bon moment, où je vais l'adapter, l'adoucir un peu, que au contraire en disant ah non là je vais pousser plus, je vais m'exposer aux conditions extrêmes où là le corps il va pas s'en remettre. Ça, tu as entièrement raison sur ce côté-là. Au bout d'un moment, c'est malheureusement de temps en temps pas l'esprit qu'on a. Quand on est en plein dedans, on se dit non, je veux pousser plus, je veux m'exposer plus. Si je le fais pas, mais ça, c'est des mauvaises idées. Ouais. C'est des mauvaises idées. Non, c'est clair. Je sais pas qui avait dit, ou si c'est moi qui l'ai inventé, ou si c'est un truc que j'ai lu, mais qu'en gros, il valait peut-être mieux arriver à 98% de son max de forme que à 101%. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est juste que tu en as trop fait, que tu arrives totalement éclaté, que le jour de la course, tu vas juste subir, parce que tu n'auras pas eu la prépa en ligne en fait avec ce que ton corps est prêt à accepter, capable d'encaisser. Et probablement que justement le fait de s'entraîner à peu près pour tout le monde en Europe en ce moment, je pense, dans un climat comme celui qu'on a, forcément ça demande des adaptations pour pas en faire trop. Ouais, non, mais ça tu l'as pas rêvé, ça se dit beaucoup. Et j'ai pas encore écouté le podcast, mais c'est Runwise qui faisait un podcast avec je crois que c'est une dame qui travaille à l'INSEP, et qui disait que une séance a déjà cassé des athlètes avant une compétition. Ouais. Une séance ratée qui a voulu trop être poussée a cassé le mental et la préparation d'un athlète pour sa compétition. Parce que elle est plus adaptée, il a voulu trop pousser et le fait de pas la réussir, lui a cassé tout le reste de son cycle et de son mental. Une séance. Ouais. Donc c'est vraiment ce que tu dis. Au bout d'un moment, vaut mieux être à 98% et être frais qu'à 101% et être démoralisé. Ouais, totalement. Ça, c'est clair et net. Bon. C'est clair et net. Bon, écoute, je pense que c'est pas mal pour finir sur cet épisode-là. Comme d'hab, c'était top de se parler. J'espère que vous nous pardonnerez de ne pas vous avoir accompagné pendant vos sorties cet été au bord de la mer, sur la plage, peu importe. On va essayer de se tenir à nouveau à un podcast par mois. Oui. On va faire de notre mieux. On prend l'engagement en tout cas de faire le maximum, ça c'est sûr. L'engagement soft. Mais en tout cas, merci à tous pour les messages que vous nous envoyez, pour le support que vous nous montrez. On est super content que le format vous plaise, que ce qu'on se raconte, que ce soit des conneries ou que ce soit un peu plus sérieux, vous plaise aussi. Et puis on vous dit à très vite. Et n'hésitez pas à envoyer des questions s'il y a des sujets précis que vous voulez qu'on aborde. Clairement. Allez, à très bientôt. Merci, à très vite.
Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager, mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.